L'auditorium est presque plein, donc bien qu'il soit simplement 9h29, je propose d'ouvrir cette journée et j'espère que les contraintes de Vigipirate renforcées n'ont pas trop compliqué l'accès à la BNF. L'idée de cette demi-journée, d'ailleurs, qui est la première d'un cycle que nous comptons instaurer, est née d'une discussion que j'ai eue il y a un an avec Camille Grand. Et nous avons pensé que, profitant un peu de ma double casquette d'ailleurs, que nos deux institutions pouvaient s'associer pour un cycle de journées d'études ou de rencontres consacrés à des thèmes qui, il faut le dire, dominent assez largement l'actualité nationale ou internationale, où les guerres, les conflits, la violence sont omniprésents. Alors ce cycle porte évidemment sur le domaine d'excellence de la Fondation pour la recherche stratégique. Il s'inscrit aussi assez naturellement dans la programmation de la Bibliothèque nationale de France, qui, entre autres, vise à donner à ceux qui la fréquentent des clés de lecture du monde contemporain. Et nous avions décidé de consacrer la première de ces demi-journées au thème de la guerre, sans savoir alors que ce thème revêtirait, hélas, un caractère de circonstance, et donc je pense qu'elle en a que plus d'urgence aujourd'hui. Je ne sais pas s'il faut le regretter, mais c'est souvent un événement traumatisant qui stimule la réaction, la pensée de la guerre comme par réaction. Et je crois qu'on se souvient encore fort bien du 11 septembre 2001, de la déclaration de guerre au terrorisme, War on Terror, décrétée par George W. Bush, une expression qui, à l'époque, avait été jugée discutable et qui avait été contestée au motif que l'emploi du mot guerre était sans doute, pour certains, impropre. Ce que l'on peut constater, c'est qu'alors que notre pays est à son tour frappé très durement par le terrorisme, le mot guerre est revenu tout aussi spontanément dans la bouche de nos responsables politiques. L'émotion générale fait que les critiques se sont tues, à quelques exceptions près quand même, comme Dominique de Villepin, qui sur ce point se montre constant. Alors je crois que le programme de la matinée va permettre d'aborder ce thème sous l'angle de nombreuses approches conceptuelles ou au contraire très, très concrètes. Et j'en profite pour remercier très chaleureusement tous les intervenants qui vont prendre la parole, Yves Boyer qui va animer la première table ronde, et tous ceux évidemment qui ont contribué à l'organisation de cette session. Alors, j'ai parlé des événements traumatisants qui pouvaient jouer un rôle décisif pour faire mûrir la théorie. Et alors, puisque nous sommes dans une institution patrimoniale par excellence, personne ne s'étonnera si, dans mon propos introductif, j'évoque deux des grands théoriciens du sujet qu'a connu l'Occident. Je pense en premier lieu à Machiavel, dont l'art de la guerre a été certes quelque peu éclipsé par la fortune du prince, mais ce qui a fait de Machiavel le théoricien ou le penseur génial que l'on sait, c'est l'écrasement de la République florentine en 1512, qui a abouti à ce qu'il soit chassé du service public et lui permettant ainsi de se consacrer à la pensée. Mais plus près de nous, et je vais développer un peu ce point, je pense surtout à Clausewitz, dont l'actualité ne se dément pas. Et pour lui aussi, le point de départ de la réflexion théorique, c'était l'humiliation terrible ressentie à Iéna ou après Iéna, après l'écrasement, l'anéantissement même de l'armée prussienne. Alors, puisque le thème c'est penser la guerre, on sait que dans le premier livre de la guerre, justement, le seul qu'il ait véritablement achevé lui-même, Clausewitz ne donne pas moins de 3 définitions de la guerre, qui sont différentes, qui sont même en apparence contradictoires, qui sont presque toujours citées séparément les unes des autres, au risque d'ailleurs d'interprétations erronées ou partielles. La première,
comme chacun sait, assimile ou réduit la guerre à un duel, même si ce duel est évidemment se déroule sur une grande échelle. C'est, et je le cite, un acte de violence qui a pour but de contraindre un adversaire à accomplir notre volonté. Et c'est à partir de l'objectif qui est d'anéantir la capacité de résistance de l'adversaire que Clausewitz tire cette idée qui a fait évidemment fortune d'une violence qui est potentiellement sans limite, sans borne, la montée aux extrêmes, si vous voulez, qui ne s'arrête qu'après la mort ou la soumission totale du vaincu. Et comme il le dit, c'est la nature même de la guerre qui veut cela. Il dit c'est son concept. C'est pourquoi, une fois la guerre enclenchée, il n'y a aucun rapport entre le degré de civilisation des belligérants et le degré de violence dont ils sont capables. C'est-à-dire que même dans les peuples les plus civilisés, la guerre peut aboutir aux comportements les plus violents. Donc, malheureusement, le XXe siècle a très largement confirmé ce jugement qui est en contraste assez frappant avec la pensée des théoriciens du siècle qui le précédait, le siècle des Lumières, lesquels jugeaient au contraire, et s'en félicitaient même, que la guerre, avec les progrès de la raison, soit devenue moins destructrice. Alors évidemment, c'est aussi un principe que l'on peut appliquer, même si c'est sous une forme apparemment paradoxale, à la dissuasion nucléaire, puisque il est nécessaire que la perspective de l'anéantissement réciproque, ou pas réciproque d'ailleurs, soit à la fois techniquement réalisable et psychologiquement crédible pour que la dissuasion puisse opérer. Même si l'on envisage dans l'escalade, autre métaphore liée à la montée aux extrêmes, une multitude de barreaux. Donc la paix qui en résulte, ou si le conflit a débuté, la suspension de la violence à un certain stade du conflit, ne résulte en aucun cas d'une loi interne à la guerre, mais d'un facteur extérieur, l'entrée en jeu d'un facteur extérieur, le calcul rationnel ou supposé rationnel des gains et des pertes. Facteur qui a joué, on peut le penser, entre les grands États, notamment pendant la guerre froide, mais dont on ne sait pas comment, et même s'il jouerait, dans le cas d'acteurs dont nous ne connaissons pas forcément les modes de raisonnement, à plus forte raison s'ils partageaient l'inspiration de l'actuel État islamique. Mais Clausewitz, qui avait en fait évidemment observé, étudié en détail les guerres napoléoniennes, ne tempère aussitôt ce que cette première définition a de trop conceptuel. Dans le monde réel, en effet, il y a ce qu'il appelle le brouillard de la guerre, et de multiples freins s'opposent à la montée aux extrêmes. Il peut s'agir aussi bien de données météorologiques que de la fatigue des armées, la maladie du chef, que sais-je, toutes sortes de facteurs dont certains sont très hétérogènes. Et il emprunte, pour expliquer ce phénomène, sa métaphore à la mécanique, en disant que le terme de friction, et donc il y a toutes sortes de facteurs qui empêchent une guerre réelle d'atteindre à la perfection de cette guerre absolue définie par le concept, c'est-à-dire comme un duel à mort. D'où la distinction qu'il opère entre les guerres qui tendent vers la réalisation du pur concept, et par exemple Napoléon qui s'en est approché simplement, mais la Deuxième Guerre mondiale, les Alliés avaient vis-à-vis de l'Allemagne hitlérienne cette conception d'une destruction totale, d'une soumission totale. C'est en principe celle que nous entendons appliquer à l'égard de l'État islamique, que nous prétendons vouloir éradiquer, anéantir. Ça, c'est la guerre qui tend vers le concept pur, mais de l'autre côté, il y a les guerres qui ont des objectifs limités, par exemple une prise de gage territoriale aux frontières afin de négocier dans les meilleures conditions une paix avantageuse. C'est par exemple les deux guerres israélo-arabes relèvent plutôt de cette catégorie, même s'il a fallu quand même l'intervention des grandes puissances pour obliger les acteurs, Israël en l'occurrence, à mettre fin à ces opérations. Donc d'où la deuxième définition de Clausewitz, qui a eu
fortune non moins grande que la première, qui est la continuation de la politique par ou avec d'autres moyens. Définition qui permet de rapprocher sous le même chapeau conceptuel les deux formes absolues ou limitées, sans pour autant réduire leurs différences fondamentales. Ça les rapproche parce que même une guerre qui, d'emblée ou par dérapage, monte aux extrêmes, suppose au départ une intention politique. Pourtant, la contradiction demeure, et c'est pourquoi Clausewitz donne une troisième définition de la guerre, qui est la plus complète et la plus aboutie, et la plus complexe aussi. C'est la raison pour laquelle elle n'est presque jamais citée, mais je pense il n'est pas inutile de le rappeler à l'aube de cette journée. En fait, à l'instar de ce que fait Platon pour la nature humaine, il distingue trois niveaux distincts qui sont tous présents, mais dont le dosage peut varier en fonction des circonstances. Au plus bas, on trouve ce qu'il y a de plus primitif, à savoir la violence originelle, la haine. C'est ce qui correspond, dans son texte, au peuple. Au centre, on trouve, et je le cite, le courage et le talent dans le domaine de la probabilité du hasard. Ça devrait être l'apanage du chef militaire, qui est censé être capable d'avoir planifié différents scénarios, dirait-on en termes modernes, qui doit faire preuve de décision en fonction des circonstances, et qui doit aussi être capable de saisir les occasions et les aubaines que le hasard fait surgir, puisque le hasard est un des éléments, un des facteurs majeurs de ce brouillard de la guerre dont je parlais tout à l'heure. Et au sommet, on trouve ce qui devrait être l'incarnation de l'entendement pur, c'est-à-dire le chef d'État, le chef politique qui assigne les fins politiques. Alors, je ne vais pas développer ici la question de savoir si cette grille d'analyse s'applique et comment elle s'applique au conflit moderne, encore que ce serait certainement un exercice tout à fait fructueux, mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est le point qui fascine d'ailleurs Clausewitz et qu'on a tendance à oublier dans nos sociétés policées, c'est que la guerre s'enracine toujours dans un instinct. Il n'y a pas de guerre s'il n'y a pas dans la société un instinct qui est lié à cette violence primitive et sans laquelle, évidemment, l'intention hostile ne se concrétise pas. Donc, tout en étant susceptible d'analyse rationnelle, la guerre plonge dans ce monde de l'irrationnel. Donc je conclurai en rappelant que, évidemment pour Clausewitz, comme il l'écrit, formule qui elle a eu du succès, la guerre est un caméléon. Et c'est, je pense, ce qui change non seulement d'apparence, mais même de nature en fonction des circonstances. Je pense que c'est ce que les différentes interventions de ce matin vont pouvoir démontrer dans le monde actuel. Et rappeler aussi, en rappelant la définition du duel à mort, qui n'a pas perdu son actualité, ce qu'il appelle cette action réciproque entre belligérants, et dont il déduit d'ailleurs la loi de la supériorité de la défensive sur l'offensive. Eh bien, nous savons aujourd'hui que ceux qui nous attaquent, ceux qui nous ont attaqués, affirment sans vergogne, et d'ailleurs sans doute sont sincèrement persuadés qu'ils ne font que répondre à une agression de notre part. Et c'est donc pas là le moindre défi auquel nous avons à faire face. Voilà ce que je voulais dire pour introduire cette demi-journée, en vous remerciant de votre fidélité pour les uns, de votre présence pour les autres. Merci beaucoup. Merci Bruno de cette introduction. Merci de nous avoir rappelé un certain nombre d'éléments fondamentaux. Lorsque tu évoquais la violence primitive, ça me rappelle plutôt ce que l'on dit dans la Kabbale spéculative. La guerre arrive quand la pierre qui scelle l'autel dans le temple à Jérusalem, eh bien cette pierre est décelée et des ténèbres arrivent les forces de mal, les forces de mort.
et la guerre se répand sur l'humanité. Merci de nous avoir rappelé un certain nombre de cadres théoriques en évoquant Machiavel. Et je crois que tous, on doit relire les œuvres ou l'œuvre de Machiavel, notamment dans la collection de la Pléiade, que l'on doit trouver, j'imagine, ici à la BNF, bien sûr, en plusieurs exemplaires. Voilà. Merci d'avoir rappelé l'importance de Clausewitz. Et là aussi, on a un auteur français qu'il convient de lire ou de relire, c'est Bruno Durieux, qui a écrit un ouvrage magistral sur Clausewitz et les officiers français. Et je crois que c'est tout à fait utile à voir. Alors maintenant, nous allons entrer dans la première session. Alors je pense qu'il est important de clarifier ce que nous n'allons pas faire. Nous allons parler du comment, mais pas du pourquoi. Pourquoi la guerre ? Ça sera sûrement l'objet d'un autre débat. Et là, pourquoi la guerre ? Parce que peut-être, il y a un démenti cinglant qui a été apporté aux thèses de Francis Fukuyama. C'est le retour de l'histoire, et le retour de l'histoire, c'est le retour des antagonismes, des passions humaines, etc., qui, justement, peuvent déboucher sur la guerre. Alors, cette séance, nous allons avoir 4 intervenants. Chacun aura à peu près 10-15 minutes, et après quoi, nous pourrons procéder à des échanges avec vous à propos de ce qui a été dit. Alors, nous allons commencer par Jean-Baptiste Jean-Gène-Villemer, qui est chargé de mission Affaires transversales et sécurité au Centre d'analyse et de prévision et de stratégie du ministère des Affaires étrangères et du Développement durable. Jean-Baptiste, la parole est à toi. Merci Yves. Le développement, il est international, il n'est pas durable, même si en ce moment c'est la COP21. Je sais qu'il peut y avoir un engouement qui mène à ce genre de confusion. Donc merci de votre invitation. On m'a posé la question, la France pense-t-elle encore la guerre ? Ma réponse, elle est simple, et c'est pas seulement, j'espère que vous le verrez, une pirouette rhétorique. Elle consiste à dire la France pense beaucoup à la guerre, surtout en ce moment, surtout depuis le 13 novembre, mais elle ne pense pas assez la guerre. Et donc je distinguerai le fait de penser à la guerre, ce qu'on arrive à faire relativement bien, en tout cas en termes quantitatifs, au fait de penser la guerre. Donc premièrement, elle pense beaucoup à la guerre parce qu'elle se pose tout un tas de questions, surtout depuis le 13 novembre, mais en réalité avant aussi. Ça se voit, vous voyez le déluge d'articles et d'interventions dans les médias, y compris sur les plateaux télévisés, ce qui pose un autre problème de distinction entre les chercheurs et les experts, notamment, sur lequel on reviendra peut-être. Et donc parmi ces questions, la première qu'on pose généralement, qui est un peu un passage obligé, c'est d'abord, dites-nous, est-ce que la France est en guerre ? Donc c'est la première question qui intéresse les journalistes généralement. C'est une vraie obsession médiatique de la qualification. Cette obsession médiatique de la qualification, qui est un peu la condition pour poser le débat. Si on dit que la France est en guerre au début, après on peut parler de la guerre, mais si on n'est pas en guerre au début, c'est pas la peine de parler de la guerre. Elle est à mon avis mal posé le problème, parce qu'on fait comme si on présume que la guerre est un objet qui est clairement identifié. On présume que c'est une notion qui serait, par exemple, juridique, en tout cas qu'il y aurait quelque chose comme un statut officiel ou quelque chose comme ça, alors qu'il faut dire les choses clairement et d'emblée. La guerre est une notion politique dont il n'existe pas de définition consensuelle. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ça fait un siècle que le droit a abandonné la guerre. Le droit ne parle plus de guerre. En droit, on parle de conflit armé international et conflit armé non international qui ont des définitions distinctes et relativement précises, avec différents seuils d'intensité, etc. On ne parle pas de guerre, parce que guerre, c'est trop flou. Il n'y a pas de définition consensuelle. Parfois, on parle de guerre, parfois, on parle d'intervention, vous avez remarqué. Intervention, c'est un néologisme qui a été créé au XIXe siècle, précisément pour éviter de parler de guerre. La différence entre les deux, c'est la connotation que vous véhiculez. Lorsque vous parlez d'intervention, on est dans l'analogie médicale, voire chirurgicale, c'est-à-dire qu'on présume qu'on va faire quelque chose de court, de positif, c'est-à-dire pour sauver. Une intervention chirurgicale, c'est en général pas pour tuer, c'est pour faire l'inverse, de propre, de précis, etc. D'où aussi tout le vocabulaire sur les armes qui sont intelligentes, précises, etc. Alors que quand on parle de guerre, on véhicule autre chose. On veut dire que on va s'inscrire dans la durée, ce sera sérieux, on va faire des sacrifices, et donc on prépare la population à quelque chose de différent. Et le langage politique a toujours oscillé entre les deux, et y compris avant le 13 novembre. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque du Mali, déjà, tantôt, dans certains discours, François Hollande parlait d'une intervention, dans d'autres, il parlait de guerre. Donc ça dépend, c'est une question de communication politique, ça dépend sur quoi on veut insister. Ensuite, il ne faut pas oublier non plus qu'il n'y a plus de déclaration de guerre. On ne déclare plus la guerre. La déclaration de guerre, c'est une exigence qui a été introduite dans la Convention de La Haye en 1907,
qui n'a jamais été vraiment respecté, y compris dès quelques années plus tard. Souvenez-vous aussi, dans les années 30, au début des années 40, il y a un certain nombre d'attaques qui étaient des attaques surprises, qui n'étaient pas précédées d'une déclaration. La France n'a pas déclaré la guerre formellement depuis la Seconde Guerre mondiale. Qui pourrait prétendre ici qu'elle ne l'a pas faite? C'est donc qu'on peut faire la guerre sans la déclarer, donc c'est autre chose. Donc, la réponse à cette première question, c'est que la France était en guerre, si on veut. C'est une question politique. Moi, j'estime que oui, elle est en guerre, mais elle était déjà en guerre avant le 13 novembre. Ce n'est pas nouveau. Le 13 novembre n'a pas changé quoi que ce soit de ce point de vue, parce qu'elle était partie à des conflits armés. C'est dans ce vocabulaire-là qu'on devrait plutôt utiliser, au Sahel, donc l'opération Barkhane, en RCA, en Irak, et maintenant en Syrie. Elle était en Syrie avant le 13. J'observe aussi que la notion de guerre contre le terrorisme, qu'on critiquait beaucoup lorsque c'était l'administration Bush qui l'utilisait, est maintenant totalement assumée chez nous, complètement assumée. Et il y a assez peu de discussions d'ailleurs, et ça je trouve ça dommage, sur ce qu'implique cette notion-là, qui n'a pas beaucoup de sens si on considère que le terrorisme c'est une méthode, c'est pas un ennemi. Et puis par ailleurs, on peut se poser la question de la victoire. Si on parle de guerre contre le terrorisme, qu'est-ce que ça veut dire gagner la guerre contre le terrorisme? Ça, c'est la grande question qu'il faut se poser en ce moment. Quel est l'état final recherché? On dit détruire, anéantir, écraser Daesh. En réalité, on sait bien que ce ne sera pas le cas. C'est-à-dire qu'on peut au mieux contenir une menace qui perdurera. Autrement dit, l'enjeu aujourd'hui, c'est d'arriver à penser la lutte antiterroriste dans la permanence. Dans la permanence. Et donc aussi notre présence dans certains endroits, qui sont des zones qui vont rester durablement chaotiques. Donc ça, c'est cette première question sur la France est en guerre. Après, il y a, parmi toutes les questions qui nous intéressent en ce moment et qui montrent qu'on pense à la guerre, il y a aussi tout un débat juridique dans lequel je ne rentrerai pas, mais on peut y revenir, si vous voulez, dans la période de questions, sur la légitime défense, le fondement de notre intervention en Syrie. Il y a tout un débat juridique là-dessus, donc ça occupe pas mal de monde. Est-ce qu'on peut appliquer l'article 51 à un acteur non étatique comme Daesh? Est-ce que Daesh est un acteur non étatique comme les autres? Bon, ça c'est la question du fondement. D'une manière générale, parce qu'il ne faut pas en rester qu'aux interventions les plus récentes, et en l'occurrence à celle sur la Syrie, on se demande beaucoup si la France est plus interventionniste. Et quelles sont les raisons de cet interventionnisme français? Pensez aux dernières années, Libye 2011, Côte d'Ivoire 2011, Mali 2013, RCA 2013, Syrie 2014, Irak 2014 et Syrie 2015. On a quasiment une intervention par an, parfois davantage en 2013. D'où un changement d'image de la France et que je constate quand je vais notamment aux États-Unis ou dans d'autres pays. Alors le choc culturel est encore plus grand quand on se rend dans des grandes puissances anti-interventionnistes comme le Brésil par exemple ou la Chine. Le Brésil, il y a notamment un arrière-fond pacifiste qui fait qu'on ne comprenne absolument pas ce qui se passe, ce qu'on fait nous ici et quel est ce regain d'intervention. Mais même les Américains qui voient ça avec une certaine admiration, je dois dire, même les Américains nous décrivent comme, dans une évolution, on est passé pour eux de, je ne sais pas si vous vous souvenez en 2003, cheese-eating surrender monkeys, des singes capitulars mangeurs de fromage. Ça, c'est parce qu'on a refusé d'intervenir en Irak. Hein. Et maintenant, on est de plus en plus des frogs of war, des grenouilles de guerre. Parce qu'on montre qu'on est capable de faire la guerre et qu'on est capable de bien la faire. Donc notre image a changé. Donc on se pose la question, quelle est cette excitation subite, nouvelle, etc. En réalité, il n'y a rien de nouveau. Il y a une vraie continuité. La France a toujours été une puissance interventionniste, surtout depuis la guerre froide, mais déjà avant. Et l'Irak 2003, qui a marqué les Américains parce qu'on a refusé d'y participer, c'est l'exception qui confirme la règle. On n'y a pas été parce que c'est une intervention qui était à la fois illégale et illégitime, contrairement à celle du Kosovo quelques années plus tôt, qui était illégale mais légitime. Et donc, c'est ce qui justifie cette exception, mais ça confirme la règle. Et la France intervient à nouveau comme elle intervenait avant. Quelles sont les raisons de cet interventionnisme français? Je pense qu'il y a des raisons qui sont communes à tous les pays. C'est d'abord un moyen de préserver son prestige, surtout dans le monde reconfiguré post-guerre froide, où la guerre froide avait gelé les choses. Post-guerre froide, Conseil de sécurité fonctionne enfin, multiplication des interventions dans les années 90. La France fait partie de ce courant-là. Il y a aussi une spécificité française, en tout cas qu'elle partage avec les Américains, c'est un certain messianisme et universalisme. C'est-à-dire que la France a une certaine vision d'elle-même, une certaine image d'elle-même, c'est ce qu'on appelle l'éthos, une image morale d'elle-même, qui est de patrie de droits de l'homme. Vous savez, on nous le répète sans arrêt. C'est historiquement faux. Hein, la France, comme le dit bien Badinter, c'est la patrie de la Déclaration des droits de l'homme, c'est pas la même chose. Et d'ailleurs, cette déclaration
déclaration, elle se base sur d'autres déclarations, d'autres textes américains et britanniques, donc c'est au moins quelque chose qui s'est fait à trois. Mais bon, en tout cas, ça a beaucoup contribué à l'élaboration d'une doctrine, la doctrine droit, devoir d'ingérence, fin des années 80-90, qu'on est persuadé d'avoir inventé alors que ce n'est pas le cas, de la même manière que les Américains sont persuadés d'avoir fait la même chose avec le wilsonisme américain. Ils sont persuadés que l'intervention humanitaire, c'est eux. Quoi qu'il en soit, il y a ces deux traditions interventionnistes parce qu'il y a ces deux images de pays qui se considèrent qu'ils ont une mission et qui doivent porter des valeurs dans le monde. Après, il y a des raisons beaucoup plus réalistes, préserver notre sphère d'influence en Afrique et au Moyen-Orient, ça c'est compréhensible. Et puis, il y a une raison très simple, c'est la France intervient parce qu'elle le peut. La France fait partie du club très fermé des puissances qui ont la capacité d'entrer en premier. Donc, comme le dit souvent le SEMA, ça crée des opportunités, mais ça crée aussi des responsabilités. Sur certains théâtres, si on n'intervient pas, ce n'est pas le Danemark qui va le faire. Alors on peut se demander néanmoins, n'y a-t-il pas une accélération depuis 2011 et à quoi est due cette accélération? Oui, je pense qu'il y a une accélération des interventions françaises depuis 2011. À quoi est-ce qu'elle est due? Elle n'est pas due, contrairement à ce qu'on affirme souvent, à des raisons idéologiques. On parle souvent de néoconservatisme. Il y aurait, et d'ailleurs ça passerait à la fois de la droite à la gauche, puisque ça passerait de Sarkozy à Hollande, il y aurait dans les institutions dans lesquelles je suis, il y aurait au Quai d'Orsay, au ministère de la Défense, à certains postes clés, des idéologues néoconservateurs qui pousseraient le pouvoir à intervenir davantage. Je crois, pour voir les choses de l'intérieur, que ce n'est pas le cas. Mais bon, je peux dire que je suis néoconservateur moi-même, donc à ce moment-là, ça fausserait l'argument. Mais très honnêtement, ce n'est pas ce que je vois. Et d'ailleurs, quand on parle de néoconservatisme, on oublie de le définir. C'est un mot qui est assez galvaudé. Et néoconservatisme, il y a un certain nombre de critères. Il y en a au moins deux que l'interventionnisme français ne respecte pas, ne satisfait pas. C'est le militarisme et l'unilatéralisme. Un néoconservateur, il est militariste. Or, en France, avec un budget de la défense à 1,8% du PIB, en dessous des 2% de l'objectif OTAN, alors que les Anglais, qui pourtant ne sont pas dans leur meilleure période, sont à 2,1, on ne peut pas dire que la France soit militariste. Ça veut dire qu'elle fait beaucoup avec très peu. C'est une des spécificités françaises et c'est une des choses qui valent l'admiration d'autres pays, notamment les Américains, qui ont une débauche de moyens. Et unilatéraliste, on ne peut pas dire non plus, contrairement au débat juridique que j'ai mentionné tout à l'heure, où on a certains juristes qui considèrent qu'on fait du bushisme et qu'on fait de la guerre préventive et qu'on intervient unilatéralement, dans aucune des interventions récentes, on pourra en reparler, la France n'a été unilatérale dans le sens où elle est intervenue en dehors du cadre onusien. C'était soit avec une résolution du Conseil de sécurité, soit à la demande de l'État hôte, soit en invoquant la légitime défense dans le cadre onusien, collectif ou individuel. Donc, unilatéralisme et militarisme sont deux attributs du néoconservatisme que ne pratique pas la France. Donc, je crois qu'il y a d'autres raisons. Je crois qu'il y a tout simplement des raisons objectives. Il ne faut pas l'oublier. Il y a davantage de raisons d'intervenir aujourd'hui qu'avant, parce que le monde change. Ça, c'est important. Le monde est plus instable qu'avant, et il est plus instable pour trois raisons. La première, c'est la diffusion de la puissance. Il y a une érosion de l'unipolarité américaine. Vous savez, c'est le mouvement classique, bipolarité. Le monde était stabilisé par la bipolarité. On était sous le couvercle de la guerre froide bipolaire. Ensuite, moment unipolaire, qui est contesté. Certains disent que ça n'a jamais vraiment été unipolaire, mais en tout cas, ça s'effrite depuis le 11 septembre et surtout depuis les échecs en Afghanistan et en Irak. Cette érosion de l'unipolarité permet l'émergence de nouvelles puissances étatiques, notamment la Chine, d'où les tensions en mer de Chine, mais aussi la multiplication d'acteurs non étatiques. Et certains de ces acteurs non étatiques sont des groupes armés avec des ambitions transnationales, ce qui est relativement nouveau. Avant, ils restaient sur un territoire, vouloir renverser un gouvernement. Maintenant, Boko Haram et Daesh ont des ambitions transnationales, donc remise en cause des frontières. Et ils bénéficient de ce que Rosenow appelait en 90 la révolution des capacités individuelles, qui est en fait une démocratisation des technologies destructives. C'est-à-dire qu'il est plus facile qu'avant d'être destructeur pour des individus ou des groupes. Pensez que le 11 septembre, c'est un groupe d'une vingtaine de personnes armées de cutters qui arrivent à en tuer 3000 et déclencher 2 guerres majeures. C'est ça. L'effet Snowden, c'est une personne. Donc cet effet-là, ça c'est relativement nouveau. Davantage des petits groupes peuvent avoir un effet plus important. Ce qui signifie, grosso modo, que cette diffusion de la puissance fait qu'il y a davantage de forces à contrôler et que nous, on a moins de moyens, de moins en moins de moyens pour le faire. Il y a aussi d'autres raisons. Pour les crises, notamment au Moyen-Orient, c'est l'absence de médiateurs traditionnels régionaux. C'était traditionnellement l'Égypte et la Turquie, et pour des raisons à la fois de problèmes internes et de très forte ambivalence, ce qui pose notamment problème dans le cas turc,
aujourd'hui de très forte ambivalence à l'égard de Daesh. Elles n'ont pas pu jouer leur rôle à ce moment-là. Et puis il y a un effet de diversion, c'est-à-dire que plus il y a de crises, moins on les voit, parce qu'on n'a pas un personnel qui se multiplie. Et donc le danger, c'est que quand on est obsédé par l'Ukraine, on ne voit pas Daesh, et quand on est maintenant obsédé par Daesh, on ne voit pas l'Ukraine. Ce qui se passe l'Ukraine est en train de remonter en violence. Vous allez voir dans les prochaines semaines que les combats vont s'intensifier. Donc voilà pourquoi la France intervient davantage, parce que le monde est plus instable. Elle intervient aussi davantage par défaut pour compenser les autres. Les Américains sont devenus une puissance réticente. Il y a toujours une oscillation dans l'interventionnisme américain entre des phases d'introversion et des phases d'extraversion. Là, ils sont dans une phase d'introversion. Il y a aussi l'éclipse britannique dont je parlais tout à l'heure, et puis il y a l'absence de la défense européenne. Pour qu'il y ait une défense européenne, il faudrait avoir peur ensemble ou avoir des intérêts communs, et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à faire. Donc toutes ces nombreuses interventions sont l'occasion d'analyser les spécificités françaises. Est-ce qu'il y a un art de la guerre français particulier? Je dirais pour conclure qu'il y a deux choses qui marquent a priori. D'abord dans le déclenchement. Il est souple, il est rapide, extrêmement réactif. Avec notre système de conseil restreint, on peut déclencher des opérations tout de suite, contrairement à nos partenaires. Ça, c'est vraiment une spécificité française. Vous voyez, pour les Anglais, il faut passer par le Parlement. On l'a vu récemment avec un débat important. La deuxième, c'est dans la manière. Alors, je ne sais pas, c'est un peu des caricatures, mais on dit, c'est l'image en tout cas qu'on projette, que le soldat français est débrouillard, c'est-à-dire qu'il fait beaucoup avec peu, qu'il prend des risques. Il est moins victime d'un phénomène qui est celui de la casualty aversion qui touche beaucoup les Américains, la réticence à prendre des risques, etc. Et il fait aussi preuve de retenue, ce qui est une caractéristique souvent des forces spéciales, mais qui peut s'appliquer de manière générale à l'armée française par rapport à d'autres armées, notamment les Américains. Et ça, c'est bien apprécié, et c'est ce qui fait, en général, les succès, notamment d'une campagne comme celle du Mali. Ça, c'était mon premier point, je ne développerai pas le deuxième, qui était pourquoi la France ne pense pas, donc on pense à la guerre avec toutes ces choses-là, pourquoi est-ce qu'on ne pense pas assez la guerre, tout simplement parce que, pour le dire en une phrase, il manque en France des war studies, il manque en France des études sur la guerre, il manque en France, il n'y a pas un département, par exemple, d'études sur la guerre en France, alors qu'il existe au King's College London depuis 1962. On n'a même pas de département de relations internationales, alors que ça existe en Angleterre et aux États-Unis depuis 1919. Ça, c'est un vrai problème. Donc il faut travailler à résoudre tous ensemble, parce que les acteurs sont éclatés entre les universités, les think tanks, il y a des rivalités qui sont stupides entre théoriciens, praticiens qui ne se comprennent pas, civils et militaires. Il faut vraiment travailler ensemble à développer des réelles études sur la guerre en France. Donc on pense à la guerre, on y pense beaucoup, mais on ne pense pas assez la guerre. Merci Jean-Baptiste pour ton intervention extrêmement riche qui va susciter, j'imagine, des réflexions. Pour ma part, il y a deux mots ou il y a deux phrases que j'ai retenues. La première, tu as cité le concept d'origine américaine d'état final recherché. Et je trouve que c'est un concept qu'on a repris assez facilement en France, mais qui mériterait en réalité une attention toute particulière, parce que c'est une vision très positiviste de la guerre. La technologie va résoudre les problèmes qu'on rencontre à la guerre, et donc d'emblée on peut prévoir l'end state. Alors qu'en réalité, l'end state, l'histoire montre que c'est difficile à prévoir. Il y a des nombreux exemples historiques, la guerre de 30 ans, pour ne citer que celle-ci, où il était quand même difficile de prévoir le résultat de ce conflit qui allait s'éterniser. Le second terme, et alors là je sais que ça fait débat, c'est la notion de néoconservatisme en France. Alors je pense que la question se pose réellement. Elle se pose si on prend d'autres critères que ceux que tu as évoqués. Et je crois qu'il serait sain, dans le cadre d'un débat démocratique, d'essayer de voir qu'est-ce que ça veut dire que cette notion de néoconservatisme appliquée à la France, soit pour balayer l'idée, soit pour, au contraire, la conforter. Alors, ceci étant, on va sans doute peut-être revenir sur ces différents éléments lors du débat. Et maintenant, je vais céder la parole à Philippe Gros, qui est chargé de recherche à la Fondation et qui va traiter du thème « La guerre à l'américaine ». Merci beaucoup, Yves. J'ai une jolie présentation, peut-être illisible, j'espère pas. Voilà. Un peu en contrepoint de beaucoup d'éléments qui ont été avancés par Jean-Baptiste et Yves, je vais segmenter cette présentation en deux parties. Une première qui va revenir sur la réponse au thème posé, la guerre à l'américaine, ça implique de refaire un balayage de ce qu'est l'American Way of War.
et ensuite de contextualiser cette notion en revenant sur la situation actuelle, plus d'ailleurs sous l'angle conceptuel, doctrinal, et puis partiellement capacitaire des forces américaines. Alors, l'American Way of War, déjà, il se fonde sur le débat sur l'American Way of War. Il faut partir déjà du fait que les forces américaines ont mené plus de 250, ça dépend comment on les calcule, entre 250 et 300 opérations militaires de toute nature depuis la guerre d'indépendance. Et donc, ça amène un débat sur la nature de cette culture stratégique qui est très vive depuis tout particulièrement la période de la guerre froide. Il y a aux États-Unis toute une école de pensée qui considère que oui, il y a une façon américaine de faire la guerre. Hein. Le terme vient de l'ouvrage de Russell Wegley en 1973, et qui a généré énormément de débats. Le titre en lui-même, mais également le contenu quant aux formes opérationnelles de la guerre à l'américaine. C'est également une thématique qui est beaucoup repérée par des auteurs comme Colin Gray, c'est le plus connu, aussi Jack Snyder et d'autres. Et tandis que certains autres praticiens ou auteurs, etc., considèrent que ce n'est pas du tout le cas et que, compte tenu de la richesse des interventions américaines, en réalité, il n'y a pas une culture stratégique propre, spécifique américaine, sinon celle de l'adaptation. Alors, on peut quand même retenir le fait que la culture stratégique représente un prisme de conception des intérêts, d'évaluation des options et de conception des options stratégiques, si on suit le cycle décisionnel. Tout particulièrement, la façon dont l'emploi de la force est pensé et façonne la stratégie générale militaire. Le premier aspect, comme je dis, est assez discuté. Le deuxième, à mon sens, est moins contestable. Alors, les contours de cet American Way of War, si on essaie une synthèse à partir notamment des éléments tout particulièrement de Colin Gray. Déjà, la façon américaine de faire la guerre, elle consiste en une recherche d'une victoire décisive contre un adversaire avec lequel on ne peut pas composer. C'est le poids moyen de la culture, qui relève effectivement de ce que disait, je suis entièrement d'accord avec ce que disait Jean-Baptiste sur le fait, effectivement, la logique universaliste américaine, ça implique un adversaire avec lequel on ne peut pas composer. Et donc la logique de victoire décisive. Il y avait une culture de la victoire chez les Américains, qui, par conséquent, génère énormément de débats lorsque cette victoire n'est pas au rendez-vous. Autre élément fondamental dans le contexte actuel, c'est un cadre espace-temps bien défini. Une guerre, ça a un début, une fin, donc un end state dont on parlait, et donc il y a une claire distinction culturelle entre la guerre et la paix. Contre un adversaire pensé le plus souvent de manière symétrique, avec une approche régulière, conventionnelle. Autre aspect fondamental de la façon américaine de faire la guerre, c'est que Colin Gray la présente, et pas que lui d'ailleurs, comme une parenthèse apolitique et astratégique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour de multiples raisons, de ségrégation des fonctions, de complexité de l'instrument, etc., mais aussi de culture de l'instrument militaire, l'action militaire elle-même est pensée comme autonome. Enfin, elle est pratiquée de façon autonome. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est en guerre, il y a une dynamique propre qui amène une forme de rupture dans la logique clausewitzienne entre les activités opérationnelles et la politique. Et qu'en gros, l'exemple typique de ça, c'est typiquement la campagne de 2003, où voilà, le Bagdad est tombé, on considère que c'est fini, le général Franks commence déjà à appliquer le plan qui consiste à ramener les hommes, etc. En fait, on ne pense pas l'après. Et on est vraiment dans un problème rémanent de l'appareil militaire américain. Les autres aspects, on les connaît, ils sont plus classiques. Hein, le fait d'utiliser une puissance écrasante, une approche fondamentalement offensive, l'emploi massif de la puissance de feu, le recours à la technologie, on y reviendra rapidement après, et puis l'empreinte logistique massive, ça ce sont des points, évidents. La forte sensibilité aux pertes, Jean-Baptiste l'a évoqué, je n'y reviens pas. Et puis également une entreprise qui est perçue, pour ces raisons-là, et aussi parce que la guerre est une entreprise expéditionnaire, comme relativement aculturelle. On pense les good guys, les bad guys, et puis les spectateurs. Et donc c'est très difficile empiriquement de sortir de ces catégorisations.
Alors, il y a un autre élément qu'il faut reprendre, et je pense que Frédéric Coste reviendra là-dessus de manière plus scientifique, je dirais. Je fais référence aux cultures institutionnelles. L'appareil militaire américain est énorme, les services, les armées, les services, comme on dit, l'armée, la Navy, etc., sont des mondes en soi, et donc il y a des cultures il y a des écoles de pensée culturelles qui s'entrechoquent. Donc il y a notamment le travail de Brian McAllister-Ling, qui a notamment fait un travail remarquable là-dedans, qui distinguait notamment 3 types de cultures au sein de l'US Army, mais on peut étendre le raisonnement à l'ensemble des forces armées américaines. La première, c'est la culture des Guardians. Les Guardians, ça renvoie à cette école de pensée qui conceptualisait au XIXe siècle la défense côtière des États-Unis. Donc la guerre, c'est avant tout une science qui est un peu au principe immuable, in abstracto de l'ennemi, en fait. Et donc on pense en termes notamment avec des solutions technologiques, elle est très présente, le fait est, puisque Ling le développe au sein de l'armée, mais plus encore, typiquement chez les tenants de la puissance aérienne, par exemple. La culture des managers, inversement, eux vont trouver plutôt des solutions dans la structure de force, les doctrines, etc., etc., etc. Typiquement, les figures de proue historiques, Eisenhower, Marshall, etc., etc. Et puis la culture qui s'oppose à ça, qui est peut-être plutôt minoritaire, la culture des héros. C'est la guerre est avant tout affaire d'affrontements humains. C'est une culture qui est plus proche de celle de la nôtre, déjà. L'ennemi gets a vote. Il faut réagir, l'ennemi lui-même réagit, il y a une dynamique, il y a un chaos dans le combat, et à tous les niveaux d'ailleurs de l'affrontement. Et donc cette logique de pensée s'appuie plutôt sur l'éthos, l'adaptation, la flexibilité, etc. Elle est présente tout particulièrement au sein de l'armée, plus encore au sein des Marines et du commandement des opérations spéciales, de l'USOCOM. Ah non, je me trompe de ton Bon, ça, on va passer. On va éviter. Hop, voilà. Si on contextualise de manière générale, actuellement, cette American War of War, de façon générale, la force américaine, c'est quoi actuellement ? C'est une force qui est en réduction de format et qui est rare dans son histoire, à la recherche d'une rentabilité, d'efficiency, comme disent les Américains, depuis 5-6 ans, dans un contexte budgétaire qui est extrêmement contraint. Donc ça, c'est nouveau. Le fait de penser la force de plus en plus réduite, de plus en plus efficace et efficient, comme disent, c'est quelque chose. C'est naturellement une force qui est axée depuis plusieurs années sur le rééquilibrage vers l'Asie-Pacifique. Ça, vous savez, mais également, ce rééquilibrage, ce rebalancing est contredit depuis 1 an, 2 ans, par l'élargissement des préoccupations. Russie, le fait que le Moyen-Orient, c'est la phrase classique, de plus en plus d'auteurs qui détournent Trotsky, vous savez, si vous ne vous intéressez pas au Moyen-Orient, le Moyen-Orient, lui, décidément, s'intéresse à vous. Et donc, ça s'applique tout à fait à la situation stratégique américaine actuelle. Il y a une focalisation aussi, c'est un paradigme, on y reviendra après, sur le contre-déni d'accès, qui est illustré par des concepts structurants comme le Joint Operational Access Concept, on y reviendra après. Et puis, il y a le concept de guerre en réseau, élaboré il y a 20 ans, et qui, en fait, au bout du compte, explique pour une large... qui est extrêmement structurante l'évolution des forces américaines et des forces alliées, by the way, via les technologies de l'information, et les forces américaines continuent, c'est un des axes majeurs du développement de l'ensemble de ces forces. Alors, quand on prend spécifiquement l'US Army, l'Army a été la principale victime du rebalancing vers l'Asie, parce que ça n'échappera à personne, regardons une simple carte, que les forces terrestres ont moins d'utilité. Cela étant, elle retrouve, et puis également la relégation, l'aspect repoussoir des engagements de contre-insurrection, après les affaires d'Irak et d'Afghanistan. Elle a une doctrine qui est actuellement relativement équilibrée entre les besoins de contrôle de zone, de wide area security, comme on dit, également la manœuvre interarmes conventionnelle pour faire la guerre classique. Cela étant, ça c'est la doctrine. Dans la pratique, en réalité, on a clairement le primat de la mission classique Fight and Win the Nation's War, c'est-à-dire le haut du spectre au sein de l'US Army qui prime. Et également le développement de capacités de coopération de sécurité conventionnelle, la formation des forces étrangères, etc.
La Navy, elle, en reste à une hiérarchie historique de ses composantes. Un, les porte-avions, les Crown Jewels, ça qui dit la culture, enfin dans la composante aéronavale, les représentants de la composante aéronavale tiennent toujours bien, relativement bien l'institution. En deuxième aspect, les sous-marins et la composante sous-marine, et en troisième, toujours, hélas pour les Marines, la composante amphibie. Sa priorité, c'est le contre-déni d'accès par la présence avancée, tout particulièrement dans le Pacifique. C'est notamment la nouvelle stratégie maritime produite cette année qui redépoussière réaffirme ce principe. Et puis les Marines, de leur côté, sont sur une logique depuis plusieurs années de recentrage sur leurs racines amphibies expéditionnaires, après des années où ils se sont épuisés avec l'armée dans les campagnes de contre-insurrection d'Irak et d'Afghanistan. Et donc ils reprennent le chemin de concrétisation, là encore de concepts vieux de 20 ans, au niveau opératif, Operational Maneuver from the Sea, qui se traduit au niveau tactique par Ship to Objective, Tactical Maneuver, etc. Le sea basing également, le fait d'opérer depuis la mer, d'avoir une base d'opération depuis la mer. Et puis naturellement, la puissance aérienne, évidemment fondamentale, qui a toujours une prétention affirmée à une action globale, planétaire, dans toutes les fonctions, projection, application de la force, etc. Le primat du targeting, évidemment, qui s'impose comme mode opératoire privilégié, avec les frappes de précision et selon le concept des opérations basées sur les effets. C'est-à-dire ne pas taper bêtement sur tout, mais taper intelligemment sur les cibles clés pour avoir des effets de paralysie systémique, etc., de l'adversaire. Ça reste très prégnant. On peut également évoquer la maturité des drones armés, qui concerne tout particulièrement l'US Air Force, qui concerne l'US Air Force, mais pas les autres armées. On pourra éventuellement aborder ça après. Néanmoins, une force qu'on peut qualifier de gériatrique, en tout cas que l'Air Force qualifie elle-même de gériatrique, est en quête de recapitalisation. C'est le principal problème. La force américaine, et la force aérienne américaine, est de la plus petite taille et la plus âgée de son histoire. Et puis ensuite, il y a les forces spéciales, l'instrument majeur donc de la guerre contre le terrorisme, qui, elle, s'inscrit à contre-courant de cette logique déni d'accès, etc., puisqu'elle estime qu'au contraire, il faut faire beaucoup plus d'efforts sur la guerre non conventionnelle, sur les actions de subversion, etc., qu'on l'a fait jusqu'à maintenant. C'est justement parce qu'on fait trop d'actions directes que ça ne fonctionne pas. Donc là, l'USOCOM, doctrinalement, conceptuellement, est à contre-courant des forces américaines, de l'ensemble des forces. Alors, il y a trois défis qui actuellement, dans cet American Way of War, il y a trois défis qui déroutent en fait au bout du compte la logique américaine. Les États-Unis actuellement. Bon, le premier, relativement passé maintenant, c'est la contre-insurrection. Colin Gray a fait un parallèle trait pour trait, les traits de l'American Way of War que j'évoquais précédemment, et en fait, chaque élément, il explique que chaque élément est contraire en fait au principe d'une bonne contre-insurrection. Néanmoins, ce débat sur l'adaptation des forces américaines à ce type d'engagement et aussi aux guerres limitées, etc., il date depuis 20 ans, 30 ans. Il y a des tonnes de littérature qui ont été faites dessus. Inversement, on peut dire que les forces américaines ont péniblement, poussivement, ont fini par s'adapter opérationnellement dans les conflits d'Irak, d'Afghanistan, etc. Néanmoins, finalement, ces opérations, il y a un effet repoussoir qui s'est produit. On ne veut plus en entendre parler. Et la Defense Strategic Guidance de 2012, qui définissait les nouvelles missions des forces américaines, les a reléguées en dernière catégorie. On n'en veut plus. Le problème actuellement des Américains, c'est deux choses. Ce sont des guerres d'endiguement sans fin et sans victoire. Vous voyez, en violation totale de la logique culturelle américaine. C'est lié d'une part à cette fatigue de la guerre, suite aux opérations de contre-insurrection, et puis également, il faut bien le dire, à des solutions stratégiques très incertaines, qui n'auront échappé à personne, sur la Syrie, l'Irak, etc. Et donc qui, en fait, au bout du compte, font d'une politique d'engagement, comme le disait Jean-Baptiste, réticente, très restreinte, et qui est vertement critiquée, pour les raisons de culture stratégique que j'évoquais, par toute une série d'acteurs, militaires hors de l'institution, au Congrès, d'acteurs politiques, d'observateurs divers, qui cherchent désespérément d'autres solutions. Il faut faire autrement, il faut taper plus fort, etc., etc.
Et puis l'autre aspect, l'autre problème majeur des Américains, c'est le nouveau cadre de deterrence, dans ce que les Anglais appellent les conflits, et également Frank Hoffman appelle les conflits de zone grise, les conflits ambigus, c'est-à-dire ces stratégies directes de Pékin et de Moscou en Ukraine. Alors, il y a en fait des réponses opérationnelles qui sont en même temps peu adapté. Le fiasco, on y reviendra peut-être après, de la plupart des stratégies indirectes. Le recours à une air power, à une puissance aérienne minimale qui est partiellement efficace, on pourra y revenir après, mais qui n'est pas très rentable. Et puis rentable en termes stratégiques, pardonnez-moi, dans la mesure où elle ne pose pas de dilemme à l'ennemi et où l'ennemi a appris à s'adapter après 20 ans d'opération. Et puis des concepts opérationnels qui visent trop haut. C'est des concepts faits pour faire la guerre et qui ne fonctionnent pas réellement, qui sont peu opérants. Alors, il y a un point que je n'ai pas trop le temps de développer, mais c'est le fameux thème très rémanent aux États-Unis de l'érosion de la supériorité militaire et technologique américaine. Ça, c'est la grande crainte que les Américains expriment en fait sous le paradigme du déni d'accès et de l'interdiction de zone. C'est principalement lié à l'évolution des capacités chinoises et plus récemment russes, et qui, en gros, remettent en cause, dans la logique américaine et dans les diffusions de ces capacités, remettent en cause, ce sont les Américains, leur supériorité. Alors, en fait, on va passer, je n'ai plus le temps, on va conclure. Donc, on voit qu'il y a un American Way of War qui est quand même bien spécifique. Il y a une signature spectrale de la guerre à l'américaine qui est très claire. Elle continue de produire des capacités technico-opérationnelles qui sont inégalées et qui servent de modèle à l'ensemble des forces conventionnelles de la planète, y compris celles de leurs adversaires les plus déterminés, notamment des Chinois. Quand vous faites le compte du nombre de systèmes d'armes typiquement développés par les Chinois qui sortent de la logique technico-opérationnelle dictée par les Américains, en fait, il y en a très très peu. Après, la question de l'emploi, c'est autre chose. Elle se caractérise également inversement par une remarquable ou inquiétante, ça dépend du point de vue dont on se place, de permanence des concepts opérationnels. Il n'y a pas, dans la florilège des concepts, des thèmes, des étiquettes qui succèdent, il n'y a pas une ligne nouvelle de conception opérationnelle depuis les années 90. C'est toujours les mêmes thèmes, la même logique qui se retrouve. Formulée différemment, mais c'est toujours la même. Cette façon américaine de faire la guerre, on voit bien qu'elle est en décalage avec les défis stratégiques, les formes d'engagement, le cadre de dissuasion que j'ai évoqué. Et puis enfin, ce qui est l'érosion de la supériorité militaire américaine me semble à moi en réalité, c'est pas une réelle érosion de leur supériorité technico-opérationnelle parce que les Américains en fait creusent l'écart, continuent de creuser l'écart. C'est en revanche une remise en cause de cette période très transitoire dans laquelle les Américains ont une dominance absolue sur leurs adversaires. C'est-à-dire que de nouveau, la Chine, la Russie, etc., et d'autres leur posent des problèmes, ce qui n'était pas le cas depuis 20 ans. Et donc ça, c'est une nouvelle ère auquel les Américains doivent redécouvrir qu'il y a une confrontation et qu'il y a des problèmes stratégiques, opérationnels, tactiques, etc., qui se posent. Voilà. Je vous remercie. Merci Philippe pour également un exposé très très riche. Moi, je retiens 3 points de votre exposé. Tout d'abord que les Américains tirent évidemment un dividende politique et diplomatique de leur énorme appareil militaire, puisque le budget américain représente 10 fois plus que les 11 pays qui suivent les États-Unis en termes de budget. Le deuxième élément que vous avez évoqué, c'est finalement les États-Unis sont à l'avant-garde de la haute technologie, à la fois parce qu'ils perçoivent des menaces, mais parce qu'aussi il y a tout un jeu interne. C'est le rôle du complexe militaro-industriel qu'il ne faut pas sous-estimer. Et puis le dernier élément que vous avez évoqué en filigrane, c'est qu'on peut se poser des questions sur la pertinence de leur engagement lorsqu'ils emploient la force, parce qu'en général, ça ne se termine pas forcément très bien, en tout cas politiquement. Le Vietnam, l'Irak et l'Afghanistan. Donc il y a à la fois un outil extraordinairement brillant, si j'ose dire, et en même temps des résultats, lorsqu'on l'engage, qui posent problème. Maintenant, nous allons précisément passer à la technologie. La technologie, facteur prépondérant de la guerre moderne, point d'interrogation. Et c'est Frédéric Coste, qui est chargé de recherche à la Fondation,
qui va traiter ce sujet. Il faudrait... Ouais, parfait. Alors, je vais articuler... Mon propos va être très complémentaire avec celui de Philippe. Je vais l'articuler en trois parties. D'abord, je vais rappeler le lien entre technologie et phénomène guerrier. Je vais vous présenter quelques grilles de lecture pour analyser ce lien, essentiellement d'ailleurs issus de travaux historiques, d'historiens. Et je vais quand même, et c'est en ça que ça va compléter la présentation de Philippe, je vais vous montrer qu'en réalité, la technologie est un facteur de transformation du phénomène guerrier, mais que c'est un facteur qui est très très dur, alors excusez du néologisme, à implémenter pour les institutions militaires, que ça n'est pas si simple finalement de transformer des institutions pour un certain nombre de raisons qui ont d'ailleurs été un peu abordées par Philippe. Et là, je mobiliserai plus des grilles du sociologue des organisations. Et puis, je conclurai de ce fait sur quelques garde-fous à avoir en mémoire quand on réfléchit sur la technologie et le phénomène guerrier et quand on aborde l'idée que celui qui est le plus technologique, le doté des technologies les plus avancées, gagne à chaque fois. En réalité, ce n'est pas si évident que ça. Alors le constat, excusez-moi pour le rappel, le lien est extrêmement fort entre technologie, technique guerrière et même stratégie. À nouveau, l'histoire le montre, les innovations technologiques peuvent engendrer des ruptures. Alors, on pense à la poudre, à la chimie de la poudre, au canon rayé par exemple, voire même peut provoquer des révolutions stratégiques. Et ce qu'on constate de manière très empirique, c'est qu'en général, les périodes de conflit sont des périodes de stimulation de la recherche et développement et qu'elles sont souvent riches en innovation. Alors, un des exemples, c'est évidemment la Seconde Guerre mondiale. Une grande partie des avancées en matière d'électronique, qui par la suite ont été utilisées dans bien d'autres domaines que le domaine militaire, sont nées ont commencé avant, dès les années 30, mais les premiers prototypes et les premières applications industrielles datent essentiellement de la Seconde Guerre mondiale. L'objectif, quand on investit dans une nouvelle technologie pour une institution militaire, c'est évidemment d'obtenir un avantage concurrentiel par rapport à son adversaire, notamment au niveau opérationnel, et plus globalement de modifier le rapport de force en sa faveur. Mais ça peut déboucher, on l'a vu au cours, on va le voir juste après, sur des changements dans l'art de la guerre, dans l'art de comprendre, de faire la guerre, de la pensée. Alors, de nombreux auteurs ont insisté sur ce lien. Alors, j'en ai cité certains, Fuller, qui est probablement un des plus connus, plus proche de nous, von Creveld. Et ce qu'on constate, c'est qu'ils sont issus de disciplines complètement différentes. Il y a des historiens, des sociologues, des politologues, et finalement, il y a une très grande convergence de points de vue. Alors, ils ont produit des cadres d'analyse, des concepts, pour comprendre ce lien entre technologie et phénomène guerrier. Notamment, alors, c'est un concept qui pose des problèmes, celui de révolution militaire, parce que ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas de révolution militaire au sens où une révolution est un changement brutal et rapide, mais généralement, on est sur des évolutions qui mettent 1 à 2 générations à se mettre en place au sein des institutions militaires. Mais en tout cas, on a des changements de paradigme réguliers, ce qui amène des découpages séquentiels de l'histoire en âge, en génération, en vagues de guerre. Alors, ce qui est un peu embêtant, c'est que ceux qui se sont amusés à faire ces découpages historiques n'ont pas tout à fait les mêmes. Donc, notamment entre von Creveld, de Toffler, on n'a pas les mêmes... Ça se recoupe parfois, d'autres âges et vagues ne sont pas aux mêmes endroits. Le constat quand même commun, c'est que chacun de ces âges, peu importe comment on les appelle, ou ces nouvelles générations de conflits, s'ouvrent par des innovations technologiques majeures, à chaque fois. Donc, finalement, le constat, alors vous allez me dire, il est extrêmement basique, oui, c'est que les innovations technologiques ont un rôle moteur dans les évolutions du phénomène guerrier. À tel point que Schröer en arrive à dire qu'il finalement il y a un impératif technologique. Alors lui, il étudiait plus spécifiquement, c'est un historien d'histoire contemporaine, immédiate, qui étudiait la guerre froide, et qui affirme
qu'on en arrive à des situations d'adoption spontanée de la technologie, tellement cette technologie est séduisante. Il est impossible de la mettre de côté pour les décideurs politiques et militaires. L'app va même plus loin et il affirme qu'on a une tyrannie de l'innovation technologique en ce sens que la technologie est un facteur qui va réduire les possibilités de choix du politique. Le politique est contraint en quelque sorte par le technologique. Tout ça étant montré par des études de cas pour les deux auteurs. Alors effectivement, en réalité, ce qu'on constate, c'est qu'une révolution qui permet de passer dans un nouvel âge guerrier, c'est l'intégration d'innovations technologiques qui sont concomitantes et complémentaires. Alors un exemple classique, la dissuasion, le fait nucléaire vient d'une révolution qui est la révolution nucléaire, mais pas seulement, qui vient de la révolution également balistique. Puisque pour être capable de frapper à très très longue distance, on développe les missiles intercontinentaux. Et on pourrait même aller plus loin en disant que si on veut la capacité de frappe en second, il faut également être capable de mettre des missiles sur des sous-marins. Donc ce sont bien des innovations concomitantes, complémentaires. Alors si on applique ces grilles de lecture à ce qui se passe à l'heure actuelle, moi je vois deux tendances très très fortes. Le développement de la robotique et des systèmes autonomes. Alors, grâce aux capacités de calcul des ordinateurs, c'est la célèbre loi de Moore, à l'existence maintenant, à la disponibilité de métadonnées, notamment sur les individus, sur les comportements humains, et puis sur les capacités d'apprentissage des machines. Tout ça étant des briques technologiques qui nourrissent en fait l'intelligence artificielle. Et puis, deuxième grande tendance, c'est les fameuses BIC, donc la convergence de champs disciplinaires et finalement l'application de process qui sont des process industriels du monde de l'ingénierie à la recherche. Et ça commence et ça aura des applications directes et indirectes dans le champ militaire. Donc la technologie semble omniprésente dans le phénomène guerrier à tel point que des observateurs ont pu parler de technoguerre ou de technoguérilla. Si on prend des insurgés, par exemple, ou des groupes terroristes utilisant des briques technologiques disponibles. En réalité, il y a des très très fortes limites à l'intégration de l'innovation technologique, notamment dans les institutions militaires. Et l'histoire montre une foule d'exemples d'innovation qui n'ont pas produit d'effets majeurs alors qu'elles étaient matures technologiquement, qui n'ont pas provoqué de rupture. Ou des ruptures très décalées, 50 ans, 60 ans, 100 ans plus tard. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'à partir du moment où on intègre une nouvelle génération technologique dans une institution comme une institution militaire, on est face à ce qu'on appelle un fait total en sociologie. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement le remplacement des anciens équipements par des nouveaux. Il faut imaginer les emplois opérationnels de ces équipements. Il faut changer leur cadre d'emploi, donc les doctrines et concepts. Il faut modifier organisationnellement l'institution pour la rendre capable d'une nouvelle logistique, par exemple. Il va falloir faire évoluer la formation et l'entraînement. Il va falloir parfois même renouveler les objectifs des missions en fonction des opportunités que la technologie nous propose. Voire même, alors j'ai bien compris qu'effets finaux recherchés, c'était un peu laborieux comme concept, mais la technologie peut amener un changement des effets finaux recherchés. Typiquement avec la dissuasion, le but, c'est de ne pas avoir à utiliser ces armes. Alors, ce qu'on constate donc, c'est que c'est un ensemble de bouleversements très importants pour une institution, quelle qu'elle soit, les armées comme une autre institution. Surtout que vient se superposer des contraintes. Ça va créer des nouveaux rapports de force internes, une redéfinition des rôles. Les équilibres sont revus entre armées, entre armes, entre services. Ça va faire évoluer également le rapport que les personnels entretiennent avec leur métier. Il n'y a qu'à voir tous les débats à une certaine époque des gendarmes lors de l'adoption de l'arbalète. Alors il y avait des juristes, l'arbalète était perçue comme une arme de lâche
en comparaison avec l'arc, par exemple. Donc il y a bien une redéfinition du rôle du guerrier ou du militaire. Il y a une modification de la perception que la société a de ces militaires. Donc on a une transformation vraiment quand on intègre, quand on est dans un changement de famille technologique, une intégration d'une nouvelle famille technologique, eh bien, il y a une transformation des habitudes, des références, des modes de passer et d'agir, alors qu'on est initialement en situation d'incertitude. C'est-à-dire, on suppose, on imagine ce que la technologie va faire, mais on n'en est pas encore certain. Or, il y a toujours des réactions et des contraintes face à ces transformations internes. Il y a des résistances. Il faut savoir, ça a été montré par un certain nombre de sociologues, que les institutions militaires sont quand même caractérisées par un conservatisme culturel, axiologique, les valeurs. Il y a, ça c'est Grissom qui le montre bien, il y a des phénomènes de bureaucratisation très très fortes au sein des institutions militaires. Il y a évidemment le manque de budget. Pour intégrer les nouvelles technologies, il faut avoir les moyens de remplacer les équipements. Et surtout, et c'est là où je rejoins Philippe, le cas américain le montre assez bien, il y a un manque de moyens cognitifs. Et on rejoint également ce que disait Jean-Baptiste à propos du fait de penser la guerre. On a un autre phénomène qui est ce qu'on appelle la dépendance au chemin. Quand on est dans une politique publique depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans, il est extrêmement difficile d'en changer complètement. On peut tenter d'infléchir la trajectoire, mais sortir complètement d'un trajet qu'on a creusé, d'un sillon qu'on a creusé depuis 20 ans est extrêmement compliqué. Et notamment dans le domaine de l'armement, ça rejoint l'inertie des programmes. Un programme d'armement, entre le début, la R&D et la mise au rebut, on va dire, des matériels, c'est 30 à 50 ans. Donc, innover, intégrer l'innovation en permanence, ça peut être extrêmement compliqué. Et puis, Philippe le disait, il y a quand même des concurrences très fortes entre les secteurs militaires. C'est la fameuse redéfinition des rôles dont je parlais. Plus à un niveau plus global, ces contraintes, elles peuvent être également déterminées par les cultures institutionnelles. Alors Philippe en parlait, moi j'ai mis une petite définition très rapide. Oui, j'accélère. Tout ça pour dire, et Philippe l'a bien montré avec le cas américain, que certaines cultures nationales et institutionnelles sont plus technophiles que d'autres. Voilà, tout simplement. Et que la rupture qui est engendrée par l'intégration de la technologie va amener des phénomènes de dissonance cognitive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des éléments de langage ne vont plus être cohérents entre eux. On met l'accent sur les drones en disant que les drones sont un outil technologique de première importance dans la lutte contre-insurrectionnelle, contre-terroriste et même dans des oppositions plus classiques, plus conventionnelles. À côté de ça, on a une culture dont Philippe parlait, qui est la culture du heroes américain. Et là, entre deux, il y a la notion de courage. Comment peut-on encore affirmer le courage, le sens du sacrifice quand on pilote un drone à 3000 km du lieu des opérations? Donc ça, c'est un phénomène de dissonance. On voit bien qu'il y a quelque chose d'irréconciliable. Alors, d'autant plus que cette intégration est un fait qui est doublement total. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça rencontre des besoins, des tendances culturelles dans la société qui environnent l'institution militaire. L'institution militaire n'est pas un isolat. Or, on l'a vu, Philippe en parlait, on est quand même dans une situation culturelle, historique, où on a une moindre présence de la mort dans le paysage cognitif. Ce sont tous les travaux de l'historien Philippe Ariès. Et on a une présence accrue du droit, une judiciarisation. Ça aussi, ça a une influence sur l'intégration des technologies. J'y arrive, je promets. Donc, conclusion de tout ça, conclusion de tous ces freins au changement, finalement, eh bien, beaucoup considèrent, comme Posen, par exemple, qui est un auteur américain, que finalement, les organisations militaires n'innovent que sous la pression. Et que l'introduction des nouvelles technologies n'est qu'un déterminant de l'innovation, du changement. Alors vous voyez, il y en a 6 autres, et il faut quand même revenir à ce qui fait la base de l'expérience militaire, l'expérience au combat et la nature de l'ennemi. Ça aussi, c'est un déterminant fort. Alors conclusion de tout ça, j'y arrive, Yves.
Quand on appréhende finalement l'innovation technologique, le lien entre innovation technologique et phénomène guerrier, il faut bien avoir à l'esprit que l'innovation, dans les manières de percevoir et de faire la guerre, cette innovation n'est jamais monocausale. La technologie est un facteur, certes très important, mais parmi d'autres. Donc il faut analyser les interactions entre tous les autres facteurs. Alors, je rappelle les 7 posés par Auvry, par exemple. Et surtout, il faut intégrer qu'on est dans l'ordre des paradigmes. Mais des paradigmes sont toujours en concurrence, des référentiels sont toujours en concurrence. Donc il y a toujours une diversité des modes de conflictualité. Et notre travers, à mon sens, c'est qu'en se focalisant sur la technologie, eh bien, on adopte une myopie du temps présent. Et on oublie notamment de percevoir que dans l'histoire, il y a eu d'autres périodes de bouleversements majeurs et qu'on a trop tendance à considérer que ce qu'on vit actuellement est un changement radical. Et juste pour conclure, essayez de vous imaginer les changements connus par les populations entre 1890 et 1918. Une croyance dans le progrès technologique, démentie en 4 ans de conflit. La montée du capitalisme, la montée de l'industrialisation, bref, la montée de l'urbanisation pour la France, parce qu'on était un peu en retard par rapport à d'autres pays. Tous ces facteurs ont été des changements sociétaux majeurs. Comparé à ce qu'on vit à l'heure actuelle avec la robotique, l'intelligence artificielle, finalement, je ne suis pas certain que notre situation soit si nouvelle qu'on veut bien le décrire actuellement. Merci. Merci beaucoup, Frédéric, pour cet exposé très complet. Maintenant, nous allons passer à la guerre irrégulière, avec l'exemple de la bande sahélo-saharienne. Et nous allons donc écouter le colonel Goya nous parler de cette guerre irrégulière. Merci Yves. Alors, en introduction, on a cité Machiavel, Clausewitz, la Kabbale. Moi, je vais citer Jason Statham à la fin de Expendables 2, qui, lorsqu'il tue le méchant, lui dit « You can't beat a classic ». On ne peut pas vaincre un classique. Et effectivement, j'ai tendance à croire que ceux qui résistent au temps, ceux qui a longtemps résisté au temps, aura tendance à résister encore un certain temps et qu'il faut peut-être s'intéresser effectivement aux classiques, y compris en matière militaire. Donc, on va revenir aux classiques ensemble. Puisqu'il faut parler de la bande sahéro-sahélienne, allons-y. Nous sommes en 1969, nous sommes en mai 1969, et là va commencer une nouvelle forme de guerre pour la France, et même peut-être d'une manière générale pour les pays occidentaux. L'Afrique est désormais indépendante, bien sûr, et au Tchad, il y a un certain nombre de tensions qui apparaissent au Tchad entre l'ethnie qui majoritaire, Sahara du Sud, qui a le pouvoir, et d'autres ethnies, les musulmans semi-nomades du Sud ou les Goranes, les nomades du Nord. Ça se passe relativement mal, il y a des clivages ethniques, des clivages économiques, l'administration se passe mal, la collecte des impôts notamment, c'est ce qui va déclencher la guerre. Et la petite armée tchadienne est également assez incapable de rétablir la sécurité. Donc tout ça évolue en une guerre civile. L'opposition se structure en un groupe armé, le Front de Libération Nationale, qui a 2 armées, une au sud, une au nord. Et à partir en 1969, alors que la capitale N'Djamena, enfin Fort Lamy à l'époque, est très clairement menacée, le président Tombal Baye fait appel à la France. Bon. Et là, grande question, que fait-on ? Car c'est un cas non conforme. À ce moment-là, dans le modèle français post-guerre d'Algérie, le modèle stratégique français, c'est un cas non conforme. Je rappelle, il y a deux grandes jambes dans ce modèle. Il y a l'arme nucléaire et
Enfin, c'est très centré à nouveau sur l'Europe, sur la France, sur le territoire national, autour de l'arme nucléaire. Et puis il y a une petite jambe, c'est la capacité à intervenir, en particulier en Afrique, tout un réseau d'intervention. Mais ce sont, dans l'esprit du général de Gaulle, ce sont des interventions ponctuelles qui sont là pour maintenir à peu près la stabilité, mais très ponctuellement. Donc ce qu'on fait d'ailleurs assez rapidement. Et puis là, en 1969, on se retrouve dans un nouveau cas de figure. Il faut faire à nouveau, quelques années après la guerre d'Algérie, faire la guerre à une organisation armée. Il faut faire de la contre-insurrection, pour employer un terme plus moderne. La France accepte, décide de faire la guerre. Et pour revenir à la question, est-ce que c'est la guerre à l'époque, on ne se pose même pas la question, c'est évidemment la guerre. Parce qu'on affronte une entité politique, c'est ça bien sûr qui fait la différence entre l'action de guerre et l'action de police. C'est cette qualification politique. Donc on désigne un ennemi, le Frolina, un ennemi politique, et qu'on va affronter directement. On ne se pose pas la question de savoir si on va faire de l'interposition, si on va faire une opération de stabilisation. Non, on décide de l'affronter directement. Au passage, ça se fait quand même dans un nouveau contexte un peu institutionnel. C'est-à-dire que dans les institutions militaires de la Ve République, il est très facile, évidemment, d'engager la force. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas besoin d'expliquer véritablement les choses. L'exécutif peut engager la force facilement, ce qu'il va faire, et il va en profiter pour le faire, et ça c'est un peu nouveau, le faire discrètement. C'est-à-dire c'est la première guerre moderne discrète, à bas bruit, que l'on va essayer de mener. Alors ce qui va poser un certain nombre de problèmes, c'est que notamment un an plus tard, lorsque vous avez 12 soldats français qui vont tomber dans une embuscade dans le petit village de Bedeau, là, fatalement, ça va quand même arriver jusqu'aux oreilles de l'opinion publique, qui va découvrir qu'effectivement, on fait la guerre depuis un an au Tchad. Mais ça a au moins un avantage, c'est qu'on ne se sent pas obligé d'une surenchère médiatique, politique. On ne dit pas que le Frolina... D'abord, on parle du Frolina, on ne parle pas d'une entité terroriste quelconque ou de quoi que ce soit. On ne dit pas que ce sont d'affreux égorgeurs abominables qu'il faut absolument détruire. On ne dit rien, en fait. Et du coup, la qualification des choses influe sur la manière dont on agit. Et donc, comme on ne donne pas un caractère absolu à notre action, c'est-à-dire à détruire cet ennemi abominable, finalement, on va pouvoir se contenter d'objectifs limités et infiniment plus réalistes. Au passage, ça permettra quelques années plus tard de s'allier avec un certain nombre de membres de ce Front de libération nationale. Bon, et donc, on décide de faire la guerre, on y va. Et c'est le premier cas véritablement de contre-insurrection moderne. C'est-à-dire, particularité par rapport aux autres conflits de ce type, c'est que nous le menons dans un pays étranger et souverain. Donc nous le faisons, la force que nous engageons et l'action que nous engageons au Tchad, c'est une greffe dans un pays étranger, ce qui va là aussi poser un certain nombre de problèmes et va conditionner un certain nombre de choses. L'action elle-même, elle est relativement efficace. Elle est très intégrée, elle est interministérielle. On est quelques années après la guerre d'Algérie, donc on ne laisse pas faire aux militaires ce qu'ils veulent. Donc c'est l'ambassadeur civil qui gère les opérations. Il y a une action diplomatique auprès des pays environnants qui se passe bien. Et puis il y a une action directement sur le pays qui à la fois est un héritage de ce qu'on a fait précédemment en Algérie et en même temps comporte un certain nombre d'innovations. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on agit simultanément sur l'ennemi et sur les causes, une partie des causes qui font que cet ennemi existe et soit fort. Donc concrètement, on a une force, on est engagé sur 3 lignes d'opération, pour employer un terme militaire. La première ligne d'opération, c'est on s'attaque aux problèmes administratifs, donc il y a une mission de réforme de l'administration. Très concrètement, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des administrateurs civils et surtout des militaires, il y a des sous-officiers qui vont collecter l'impôt, qui vont gérer les taxes, qui vont gérer l'administration, essayer d'en faire quelque chose qui soit légitime auprès de la population. Le deuxième axe, c'est la reconstitution des instruments régaliens de sécurité. Et très concrètement, là aussi, on décide de fusionner
de créer une armée franco-tchadienne, c'est-à-dire que vous avez une petite armée de 3000 hommes, et bien on va injecter 650 cadres français, officiers, sous-officiers, qui vont vivre à la tchadienne, qui vont vivre au cœur de cette armée tchadienne, qui vont en assurer l'encadrement, le temps de reconstituer son encadrement, de former des cadres qui petit à petit prendront la place des Français. Et puis on a une force d'intervention, qui n'a rien de force spéciale, ça n'existe pas à l'époque, c'est un certain nombre d'unités, assez peu, hein, vous avez l'équivalent entre 4 et 6 compagnies qui interviennent sur un pays qui est 2 fois grand comme la France, soit au sud, soit au nord. Au sud, on fait plutôt de la présence, il y a une action permanente de harcèlement de l'ennemi, mais en étant présent au milieu de la population. Et puis au nord, où on mène des opérations aéroterrestres avec une force, là aussi, dans sa structure qui est assez originale, puisqu'on a une force, encore une fois, purement aéroterrestre. Il n'y a pas un tube d'artillerie, il n'y a que des gens qui sont transportés par air et appuyés par des moyens aériens. Et l'ensemble donne quelque chose de relativement efficace. L'ensemble de ces actions. En 1971, on peut considérer que la sécurité est rétablie, au moins dans le sud du pays, ce qu'on appelle le Tchad utile. Et dans le nord, finalement, on conclut que ce n'est pas la peine d'en rajouter, qu'on n'arrivera jamais à détruire les nomades du nord, les Goranes. Et donc on y renonce. Et cet état final recherché qui était relativement flou au départ, hein, ce fameux, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut rétablir la sécurité, mettre l'ennemi à peu près hors d'état de nuire, petit à petit il se précise. Et à partir de 71-72, on peut considérer qu'on a gagné la guerre. On a gagné la guerre, on a obtenu ce que l'on voulait. On n'a pas détruit l'ennemi, mais on a obtenu ce qu'on voulait. Et dans ce cas-là, je parlais de greffe. Cette greffe commence à faire ses effets négatifs, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, alors qu'on rétablit à peu près la sécurité, eh bien, le gouvernement tchadien commence à considérer les Français comme un peu trop encombrants, finalement, et petit à petit, on amorce un retrait à partir de 1972. Donc on a là un exemple, très rare exemple de contre-insurrection réussie. Parce que, pour les raisons que j'ai évoquées, aussi que je n'ai pas évoquées, mais c'est qu'on a accepté le prix du sang. Il y a 50 soldats français qui sont tués quand même dans cette guerre, qu'on est allé sur le terrain de l'ennemi, on ne s'est pas contenté de le bombarder ou de le garder à distance, on est allé le chercher, et l'ennemi, d'un point de vue purement tactique. Maintenant, c'est un succès provisoire, c'est-à-dire qu'on comprend à partir de ce moment-là qu'on rentre dans un cycle d'une sorte de guerre, sorte de petite guerre mondiale en miettes, hein, où il faudra revenir en permanence, qu'on utilisera notre nouvelle armée, à ce moment-là très petite, nomade, pour revenir en permanence, et on va multiplier, à partir de la fin des années 70, on va multiplier un petit peu ce genre d'opération, en expérimentant un certain nombre de choses, mais globalement, militairement, ça fonctionne. Donc on retourne au Tchad en 78, il y a des opérations en Mauritanie, l'opération Lamentin, qui sont essentiellement des opérations aériennes, on intervient au Zaïre, on intervient en Centrafrique, etc. Et là, on a une multiplication d'opérations limitées, avec des moyens très limités. Donc effectivement, on se débrouille bien, mais ce serait quand même mieux si, au passage, on se débrouillerait encore mieux avec un peu plus de moyens. C'est-à-dire qu'avec le temps, on s'aperçoit que nos soldats deviennent de moins en moins, qui sont secondaires, hein, dans le dispositif militaire français, sont moins équipés que les gens qui combattent au fur et à mesure que le temps passe. Mais c'est une parenthèse. Et là, on a effectivement toute une période d'intervention, de contre-insurrection à la française, qui fonctionne bien. Mais étrangement, on y renonce. Volontairement, à partir des années 80. La dernière opération de ce type, c'est peut-être l'opération Noroît, à laquelle j'ai participé, 92, où là, effectivement, on fusionne carrément avec l'armée rwandaise pour combattre le Front patriotique rwandais dans le nord du pays, avec des objectifs politiques pour le moins flous. Mais donc, voilà, à partir des années 80, on y renonce. On y renonce d'abord parce qu'on refuse d'être cette étiquette de gendarme de la France-Afrique. Et donc, au lieu d'un drapeau français, on essaiera de faire venir des drapeaux européens, puis des drapeaux africains multinationaux. Puis, s'il faut vraiment intervenir, on va le faire sans violence, en faisant de l'interposition, au Rwanda d'abord, en 1994, et puis ensuite en Côte d'Ivoire. Bon. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on va s'engager à partir des années 90 dans des opérations multinationales, des opérations sous commandement américain. Donc, on va faire de la contre-insurrection à l'américaine. Donc, je passe là-dessus, avec le succès que l'on sait. On va être engagé dans des trucs qui nous échappent un petit peu, à tout point de vue.
Et puis on revient, puis il y a le tournant, effectivement, de janvier 2013, et c'est le Mali. On revient au Mali. On vient au Mali, plus précisément. Je rappelle que le plan avant de l'intervention, avant l'opération Serval, c'était une force interafricaine de 3000 hommes qui était censée aider le gouvernement malien à reprendre pied dans le nord du pays. Bon, rétrospectivement, on voit bien que c'était complètement irréaliste, que c'était voué à l'échec. Et donc là, en réalité, l'opération Serval, ça marque quoi? Ça marque aussi l'échec de toutes les tentatives de faire autrement. Et donc on revient, avec l'opération Serval, on revient à une posture classique d'intervention, encore une fois, après l'épuisement et l'échec de toutes les autres formules. Et puis on revient à celle qui fonctionnait à peu près d'un point de vue militaire. Et donc on est engagé maintenant, avec le succès que l'on sait localement au moment de l'opération Serval. Et puis, on a étendu effectivement ce mode d'action, ce combat sur l'ensemble du Sahel, avec une certaine efficacité. Donc ça revient beaucoup à ce qu'on faisait au Tchad, des opérations de frappe, de raid, de containment, d'endiguement de l'ennemi, avec les limites de l'époque, c'est-à-dire que les causes profondes finalement qui font que l'ennemi existe, on ne s'y attaque pas vraiment, que la coordination aussi avec les formes civiles d'action sont difficiles à mener. Et puis, là aussi, et je termine là-dessus, c'est que cette action, qui est relativement efficace militairement, qui est cohérente, je pense, stratégiquement, et puis finalement, elle cède à une autre faiblesse de notre dispositif, de nos institutions, c'est qu'il est très facile d'engager la force. Donc ça a plein d'avantages opérationnels, mais ça a aussi quelques inconvénients, l'un d'entre eux étant l'abus d'emploi de la force armée, c'est-à-dire qu'il est tellement facile qu'on cède assez souvent à cette tentation. Et alors que on s'est réengagé pleinement au cœur du Sahel, militairement, qu'on affronte des organisations djihadistes que nous affrontons en réalité depuis 20 ans, depuis les attentats de 95. Mais donc là, on est au combat, qu'on est au cœur d'une zone qui va poser un certain nombre de problèmes, qui est au cœur des futurs, qui est traversée de tensions très fortes et qui va poser un certain nombre de problèmes. Eh bien, on n'a pas résisté à la tentation d'agir autrement, de faire une opération de stabilisation, c'est-à-dire une opération, encore une fois, où on refuse l'ennemi en Centrafrique, avec les difficultés que l'on sait. Puis surtout, on n'a pas résisté à la tentation d'utiliser l'armée comme anxiolytique sur le territoire national, en engageant 10 000 hommes sur le territoire national, puis s'engageant en Irak et en Syrie au mois de septembre 2014. Pourquoi faire, on ne sait pas vraiment, enfin en réalité, c'est-à-dire que on décide d'y aller certainement pour des raisons politiques, diplomatiques. Il faut en être, il faut être présent, il faut peser dans la coalition, il faut peser dans les négociations, mais on y va avec des moyens effectivement très faibles. On part avec, j'avais dit qu'on partait avec une grosse fleur sur un tout petit fusil. Effectivement, c'est pas avec 12 avions qu'on va... on déclare la guerre à l'État islamique en lui envoyant 12 avions, ce qui, évidemment, est très insuffisant pour avoir le moindre effet stratégique sur lui. Et donc, au bilan, on revient à une dispersion des forces, alors que cette bande sahélo-sahélienne devrait certainement, selon moi, constituer l'objectif stratégique premier, la zone dans laquelle on est le plus efficace de tout temps, où par le fait aussi qu'on est un peu seul militairement, paradoxalement, ça nous rend aussi relativement efficace par rapport à toutes les opérations multinationales. Eh bien là, on assiste surtout à une dispersion, un empilement de réactions qui, en aucun cas, ne constitue une stratégie. Voilà, je vous remercie. Merci, mon colonel, de nous avoir rappelé certaines réalités quant à l'engagement militaire du pays aujourd'hui. Alors, on a 5-10 minutes. Il faudra s'arrêter vers 11h05, puisqu'on a prévu une pause de quelques 5-10 minutes. Alors, ce que je vous invite à poser des questions, faire des commentaires, si vous le souhaitez, le faire d'une façon extrêmement lapidaire, parce qu'on a peu de temps, il faut que les panélistes puissent répondre. Voilà, monsieur. Oui, après. Merci.
Pardon, Pierre Bell. Un petit commentaire pour Frédéric Coste et puis un commentaire pour Michel Goya. Pour Frédéric, il ne faut pas tomber dans le cliché, le pilote de drone n'est pas courageux par rapport au pilote vrai. Le pilote de l'armée de l'air, d'abord un pilote qui décolle, quel qu'il soit civil ou militaire, il est courageux au moment où il a décollé. Parce que quand on est en l'air avec un pilote de l'air, on est courageux. Maintenant, quand un pilote largue un missile de croisière à distance stand-off à 200 km, c'est-à-dire à distance de sécurité, bien sûr, il est en zone d'insécurité, bien sûr, il y a toujours le risque de tomber à territoire ennemi. Mais le pilote qui est dans son fauteuil et qui pilote un drone, il a le risque moral. Et il est stressé. Et aujourd'hui, on a un vrai problème pour ces pilotes-là, notamment aux États-Unis. Et donc, il y a une forme de courage moral qui n'est pas le courage physique, mais qui est un courage quand même. Donc, j'arrête là. Mais il ne faut pas schématiser, il ne faut pas croire que c'est Game Boy et qu'on joue, et puis qu'on appuie sur le truc, et puis après, on recommence. Donc, il y a aussi un courage qu'il faut, et c'est des militaires. Et c'est un vrai combat que celui du pilote de drone. J'arrête sur ça, je ne suis pas en train de recruter. Michel, il faudrait 1 heure, mais on parlera peut-être au café. Toute stratégie qui n'est pas décidée par Michel Goya n'est pas une stratégie cohérente. Je prendrai simplement un point. C'est un tout petit peu caricatural la présentation que tu as faite sur notre rôle dans Chamal et dans Barkhane. Je dirais simplement une chose. Dans Chamal, nous ne sommes pas leaders, nous sommes acteurs et partenaires. Donc ce qu'on fait, ce n'est pas des choses dispersées, ça procède d'une stratégie. Ça s'insère dans une coordination globale et on n'a pas du tout la prétention d'instaurer la paix en Irak et en Syrie, mais on a des buts précis au sein d'une coalition. Et là, on est parfaitement cohérent et c'est pas, on n'est pas en train de faire un palmarès de qui va faire tomber le plus de bombes. Je vois de temps en temps des statistiques absolument absurdes. C'est vrai que les Américains, ils bombardent en quantité plus qu'en précision, mais on n'est pas dans ce jeu-là, pas du tout. On est dans des frappes de précision. Si on prend Barkhane, ce n'est pas les Français tout seuls, et je vais revenir sur la critique que tu as faite à Serval. Serval, c'était le drapeau français, mais Serval, on était bien content de mettre en place un mandat international, une MINUSMA, une force européenne qui nous a permis de recréer des bataillons maliens, et le tout nous permettant progressivement de dégager. Parce que si on a fait Barkhane, c'est qu'on a pu dégager de Serval. Et aujourd'hui, Barkhane, c'est bien sûr ce drapeau français, mais c'est aussi une force interafricaine autour de nous. Nous sommes en partenariat avec tous les pays africains. On n'en parle pas trop. Nous sommes surtout en coordination étroite avec les États-Unis, qui nous aident beaucoup. L'étape suivante, c'est la Libye. Mais j'arrête là. Merci. Je vais prendre une autre question, mademoiselle, s'il vous plaît. Bonjour messieurs, merci pour vos exposés. Je suis étudiante à Sciences Po Paris, je vais essayer d'être aussi brève et claire que possible. S'il m'apparaît tout à fait essentiel de s'appuyer sur les classiques pour penser la guerre, force est de constater, comme vous l'avez montré, que le cadre dichotomique d'état de guerre et état de paix a été éclaté. Et je pense notamment ici à la thèse de Frédéric Gros d'état de violence. Donc ma question était de savoir, parce que j'ai l'impression que le pouvoir politique est toujours tiraillé entre les objectifs souhaitables, envisageables, et les risques raisonnables. Donc, dans ce contexte d'état de violence où nous devons tous apprendre à vivre avec un risque permanent d'attaque, quelles sont la stratégie la plus pertinente entre des opérations extérieures de projection terrestre de long terme et ces fameuses frappes chirurgicales de guerre propre. Je vous remercie. Merci. Le président Racine vient de me rappeler qu'il fallait terminer à peu près à l'heure, donc je demanderai aux panélistes de prendre 15 secondes chacun, peut-être, pour répondre. Voilà. Alors, 15 secondes. Moi, je ne répondrai pas à la dernière parce que je ne me sens pas compétent du tout. Pour les drones, oui, bien sûr. Il y a bien un risque psychotraumatique, vous avez raison. Cela dit, la rencontre avec la mort, le fait d'en être témoin, n'est pas la même chose que d'être en situation, en danger de mort. Et ça, tous les psychiatres vous le diront, tous les psychologues vous le diront. Donc il y a quand même une différence de nature dans la rencontre avec le phénomène mort. Maintenant, ça ne veut pas dire que ce soit pas traumatogène. Vous avez raison, il y a des cas d'état de stress post-traumatique qui sont un peu différents de ceux qui sont sur le terrain, mais ils existent. Ça, tout à fait. Par ailleurs, la discussion ou l'interrogation sur les valeurs des militaires, sur l'éthos, la culture militaire, a quand même lieu.
Effectivement, même quand vous pilotez un drone, il faut sans doute du courage, sauf que ça pose des questions et il n'y a qu'à voir le nombre d'articles. Je vais citer la revue de défense nationale, par exemple. Il y a des articles sur le courage produits par des officiers, notamment des officiers des armes, en poste. Donc ça prouve bien qu'il y a une interrogation au sein de la communauté militaire. Et cette interrogation, dans certains milieux, parce que l'opinion publique nationale s'intéresse aux questions militaires de manière très fragmentée, on va dire ça comme ça, il y a quand même dans d'autres revues, des revues plus générales, des interrogations dans certaines communautés, alors pacifistes notamment, sur le courage comme vertu cardinale des militaires. Donc ça commence à infuser aussi dans l'opinion publique générale, j'aime pas le concept, mais dans la communauté nationale. Donc c'est simplement alerter sur le fait qu'il faut prendre en compte ces discussions. Oui, brièvement, par rapport à la question de Mademoiselle et en relation avec les éléments de débat qu'on a là, moi je pense que sur le plan militaire, il faut distinguer, dans la période actuelle, il faut distinguer l'efficacité intrinsèque de l'instrument et le caractère décisif de cet instrument dans le cadre d'une stratégie. Actuellement, on n'est pas, et c'est comme ça, on n'est pas dans des situations où on peut obtenir, compte tenu des contraintes, compte tenu de la nature du problème, on peut obtenir des résultats géostratégiques décisifs. C'est pas possible. Ou alors, il faut changer complètement de paradigme d'engagement. Mais compte tenu des contraintes que l'on a, qu'on a tous, hein, que les Américains ont, que nous avons, c'est pas possible. Est-ce que pour autant, ça veut dire qu'il ne faut pas utiliser des instruments qui, par ailleurs, ont une efficacité intrinsèque, qui peut être entravée en elle-même, hein, ça c'est certain. Mais il faut bien faire, il faut bien penser les deux choses en relation, mais elles ont chacune comment dirais-je, une dynamique et des spécificités particulières. Si on pense uniquement en termes d'aspect décisif stratégique, ben on est toujours à la recherche d'une solution. Regardez le débat américain actuel sur les options qui changent par rapport aux frappes. Ah ben, on va mettre 10 000 hommes pour faire quoi? On va en mettre 20 000 pour faire quoi? Mais etc. etc. Ouais, d'accord, ok. Quelle est la logique? Et donc, voilà. Alors très rapidement, Pierre, tu as raison. Surtout sur les stratégies non cohérentes. Moi je suis allé sur Barkhane, Chamal, sur Barkhane et Serval, bien sûr, sur la coopération avec les armées africaines, etc. Oui, je suis allé très vite dans les tournants pour raccourcir. Maintenant, voilà, sur la stratégie de la coalition en Irak et en Syrie, là, par contre, j'ai depuis le début un certain nombre de doutes sur son efficacité. Voilà, c'est clair, et donc à partir de là, j'ai des doutes sur l'action de la France à l'intérieur de quelque chose qui ne me paraît pas, qui d'emblée ne me paraissait pas efficace. Voilà. Un petit mot sur la question occupation terrestre versus frappe plus ou moins chirurgicale. Je pense que l'ère des grandes occupations terrestres est vraiment révolue, elle est terminée. D'abord parce que c'est l'héritage colonial et la critique post-colonialiste est toujours très très forte. Donc on nous reproche, quand on reste sur place, on nous reproche aussi parfois de ne pas rester, par exemple la Libye, donc il faut savoir. Mais en tout cas, cette critique est forte, elle demeure. Et puis, par ailleurs, il y a le fiasco afghan, enfin les fiascos afghans et irakiens qui sont aussi très présents. Donc l'ère des grands déploiements, c'était l'ère Bush. Obama, c'est autre chose. Donc je pense que ce vers quoi on va, c'est une combinaison de deux choses. La première, c'est non plus l'occupation terrestre, mais l'occupation aérienne, et c'est à ça que sert un drone. Ça, c'est très important de le comprendre. La vraie spécificité du drone, c'est pas qu'on peut tuer à distance ou qu'on peut tuer sans risquer de l'être. C'était déjà le cas, comme vous l'avez rappelé, monsieur Derrière, c'était déjà le cas avant, avec n'importe quelle arme. Et puis, c'est l'histoire de l'armement. Ça commence avec le javelot, ça arrive au drone, mais le but a toujours été de la longe de l'arme. Donc, c'est pas ça la spécificité du drone, c'est la permanence qu'il procure. Lorsque vous avez une orbite, c'est-à-dire 4 drones qui tournent en permanence, c'est la permanence, donc c'est l'occupation aérienne. Ça, c'est un concept important. Et à cette occupation aérienne, vous ajoutez des opérations de force spéciale. Mais il ne faut pas penser ça comme quelque chose qui serait temporaire. Il faut penser ça dans la permanence. Et c'est ça la difficulté. Ce système-là, occupation aérienne plus opération de force spéciale, sur certaines zones comme le Levant et le Sahel, et la Somalie,
et Loisiristan, c'est destiné à durer. Parfait. Eh bien, écoutez, on va clore cette session. D'abord, je vous remercie pour votre attention et je remercie les différents membres de cette table ronde. Et nous nous retrouvons dans 10 minutes à 11h15. Merci.